Merci beaucoup. Bienvenue aux personnes qui nous ont rejoints. Merci pour les autres de rester. On va faire encore plus de questions que dans la première séquence et surtout, puisque comme on l'a dit, l'important c'est le reste, le contenu. C'était quoi L'essentiel est ailleurs. L'essentiel est ailleurs. L'essentiel, c'est dans ce genre de long format qu'on va pouvoir lancer, je pense. Et attends, tu me permets une question vite fait ? Juste, du coup, pour bien comprendre, qui était là juste avant et qui n'est... Bonne question, merci. À main levée, qui était là déjà ? Ok, donc il y a quand même des nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Non, c'est pour savoir si on redisait des trucs ou pas. Ok. Tu veux qu'on fasse qui n'était pas là pour vraiment voir. Non. Qui n'était pas là pour voir ? Ah oui. Ah oui, il y a quand même du monde. Ok, d'accord, ça marche. Super, merci beaucoup. Allons-y. Donc du coup, c'est pour puisqu'on en a parlé à la première partie, mais on l'a pas regardé. Et vas-y. Non, mais peut-être pour réexpliquer, parce que sinon ça n'a pas de sens. Du coup, c'était un entretien qu'on a fait avec Ginette Kolinka, qui nous a raconté en gros sa déportation à Auschwitz-Birkenau. Donc c'est un court extrait de l'entretien qui dure 35 minutes. Et qui sort jeudi. Qui sort jeudi. Vous ne le savez pas tout à fait encore, mais vous venez d'arriver à Auschwitz-Birkenau et, vous l'avez dit, les nazis trient les déportés. Sur les 1500 personnes présentes dans le camp, à peine 256, dont vous faites partie, sont sélectionnées pour travailler. Qu'arrive-t-il aux autres ? Qu'est-ce que vous croyez ? On les a tués. On les a tués. Tout de suite en arrivant, on nous a triés et les 250 personnes, c'est parce qu'ils jugeaient que d'après leur allure, elles étaient capables de travailler comme ils voulaient qu'on travaille. Et puis les autres, c'était comme mon père, comme mon petit frère. Dans les 250 aussi, il y avait tous ceux qui avaient moins de 15 ans. On tue les moins de 15 ans, on ne réalise pas. Les femmes, c'était 15 ans, 45 ans. Et les hommes, c'était 15 ans, 50 ans. Il y en a qui, malheureusement, avaient 15 ans, mais étaient menues et paraissaient avoir 13-14 ans. Eh bien, celles-ci, elles ont été assassinées. Quand vous arrivez à Auschwitz-Birkenau, il y a tout un processus d'enregistrement quand vous arrivez dans le camp, où on va vous tatouer un numéro, on va vous raser la tête. On est descendu des trains, on fait partie du groupe qui sont partis à pied. Et maintenant, on est rentré dans une salle, elle est presque vide, sauf qu'il y a 2 ou 3 tables, et derrière ces tables, il y a 2 femmes. Et là, on va vous demander d'être nus. Et pour moi, ça a été quelque chose d'affreux. Mais ces femmes, moi, je ne les connais pas. Donc, je suis nue devant les femmes que je ne connais pas. J'ai que 2 mains, je cache mes seins, je cache le sexe, je regarde mes doigts de pied. Puis de temps en temps, quand même, j'ouvre les paupières pour découvrir qu'il y a des femmes qui n'ont pas le même corps que moi. Elles ont des seins comme ci, elles ont des ventres comme ça, elles ont des cuisses comme ci. Et maintenant, je suis devant la table où il y a ces femmes. Il y en a une, elle a un registre, alors c'est mes coordonnées. Et l'autre à côté, alors que je cachais mes seins, prend mon bras et sur mon bras, elle me met un numéro. Moi, je dis un beau numéro. Je suis tombée sur une tatoueuse qui était très adroite. Mon numéro est tout petit, 78 599. Tous les chiffres sont de la même grandeur, de la même couleur, du même écart. J'ai un beau numéro. Donc ça, c'est un reportage, un récit documentaire qui va sortir jeudi sur la chaîne. Ça faisait longtemps qu'on avait envie de faire cet entretien avec Ginette Kolinka, qui est une des dernières survivantes et rescapées de la Shoah, donc du camp d'Auschwitz-Birkenau. Et on a eu l'occasion de faire une projection hier soir en salle au mémorial de la Shoah. Donc ça nous arrive de temps en temps de faire des partenariats avec des institutions, des musées, etc. Pour pouvoir justement essayer de créer une expérience un peu étendue
où on projette le documentaire, et Ginette nous a fait l'amitié de sa présence hier, et le public qui était avec nous a pu poser ses questions. Et ça, c'est hyper intéressant, c'est une nouvelle manière aussi de faire vivre le journalisme, ses récits. Je pense à ça, mais je pense aussi à Salomé Saké, qui récemment a fait un partenariat avec le MK2, où elle va en salle faire des revues de presse. Je trouve ça hyper intéressant, c'est comment est-ce qu'il y a le live magazine aussi qui existe, où c'est des journalistes qui incarnent leur sujet. Comment est-ce qu'on fait vivre le journalisme autrement à travers d'autres formes de narration? Merci beaucoup. Et juste un mot avant de poursuivre sur le temps que ça prend un tournage comme ça, avant, pendant, après, le nombre de personnes. Comment vous avez fait peut-être aussi éditorialement le choix du dessin? J'imagine, c'est pour pallier le manque d'archives, mais voilà, comment vous choisissez la personne qui dessine Je suis en train de Est-ce que c'était un partenariat du coup avec le Mémorial de la Shoah ou... C'était pas rémunéré, si c'est la question. Non, oui, c'était un partenariat institutionnel. Un partenariat peut-être d'archives ou de... Okay. Voilà, où ils nous ont donné des archives et tout ça. Je vais vous laisser répondre à ces questions. Je me permets en fait de simplement dire bonjour à la moitié de la salle qui n'était pas là avant. Merci, on est trop content d'être là. Et peut-être, est-ce que vous voulez bien vous présenter pour justement l'autre moitié qui n'était pas là? Merci de m'aider parce que c'est vrai que c'est des choses essentielles et oui, c'est important que vous expliquiez votre métier. Moi, je m'appelle Manon et je suis directrice de production et post-production chez Gaspard G. Donc c'est elle qui dit non quand Gaspard veut faire trop de tournage. Trop d'aller-retour. Et donc, moi, je m'appelle Clémence. Merci beaucoup d'être là, bonjour. Et je suis directrice éditoriale de la chaîne. Donc, je vais m'occuper plutôt de la partie contenu, donc de quoi on va parler, comment on va angler nos sujets, et ensuite accompagner l'équipe de journalistes qui travaille avec nous jusqu'à la post-production des vidéos, pour faire court. Ah oui, alors donc, du coup, un mot sur la production de ce long format. Vas-y. Du coup, pour un tournage comme celui-ci, il va y avoir une très grosse installation. Je vais un peu enlever toute la féerie du truc, mais le décor que vous voyez, c'est pas le décor qui est là toute l'année. Il y a une grosse partie logistique où on va aller chercher le décor qui est à nous. On l'a créé, une directrice, une décoratrice, qui l'a conçu. Et pour les événements et pour ces tournages particulièrement, on le ressort et on le remet en place et c'est très long à faire. Donc déjà, il va y avoir une journée ou une demi-journée, qui va servir qu'à ça, à juste reconstruire le décor. Ensuite, il y a l'installation de tout ce qui va être technique, donc avec les freelances avec qui on travaille. Donc ça va être les freelances de production, donc ça va être les lumières, ça va être les chefs-op, les cadreurs, maquilleurs aussi, maquilleuses. Et le tournage en lui-même va prendre à peu près 3 heures, 4 heures quand c'est long, parce que Ginette aussi, dans ce cas, est une vieille dame, donc il faut aussi vérifier que tout va bien et que tout se passe bien. Et être sûr qu'on a aussi posé toutes les questions qu'on avait envie de poser à Ginette. Et ensuite, dès qu'on a les rushs, tout va partir en post-production et c'est là où, main dans la main avec le pôle de Clémence, on travaille parce qu'en fait, l'éditorial et la post-production sont tout le temps liés jusqu'à la mise en ligne de la vidéo parce qu'en fait, le visuel que je vais imaginer, dans ce cas précis, on s'est un peu basé sur l'inspiration Persepolis, pour ceux qui connaissent. Vous avez reconnu, c'est un peu noir et blanc et rouge et un peu une 2D qui paraît enfantine, mais qui est vraiment là pour servir le propos éditorial, justement. Et on a essayé de combiner les archives qui sont assez anciennes avec, justement, des moments qui paraissent un petit peu plus légers visuellement, mais qui montrent parfaitement ce qu'il faut retranscrire des propos de Ginette. Et également, il va y avoir tout l'habillage sonore, l'habillage visuel, qui sont également là pour servir le propos. Vous avez pu remarquer sûrement, mais il y a des ruptures aussi de musique et il y a des ruptures même visuelles qui sont très importantes et qui vont vraiment être là pour montrer l'impact de ce que Ginette dit. Et voilà. Un mot peut-être sur l'amont, la conception. Mais du coup, parce que tu posais aussi la question du temps du coup, que ça prend. En tout, ouais. Ouais, en tout. Oui, du coup, c'est en tout, en fait, ça va dépendre des vidéos, mais pour cette vidéo-là, je pense que c'était 3 mois, un truc comme ça. Entre le moment où vraiment on s'est dit, ok, on va essayer d'inviter Ginette Kolinka, donc déjà, il y a aussi un travail un peu de programmation qui est très propre à ce format vidéo-là. Ensuite, nous, du coup, on va préparer un conducteur, donc c'est-à-dire une trame de l'interview.
Donc préparer les questions, etc. Évidemment, donc on travaille ensemble là-dessus. Et ensuite, le moment du tournage, en fait, ça va être avec Ginette Colinca, on a tourné 2 heures. Et finalement, la vidéo à la fin fait 35 minutes. Donc c'est aussi un jeu de post-prod de se dire ok, qu'est-ce qu'on va garder, qu'est-ce qui est très important, qu'est-ce qui est peut-être un petit peu moins important, comment est-ce qu'on va rendre aussi le tout digeste, parce qu'on reste aussi sur YouTube, donc c'est aussi quelque chose qu'il faut qu'on garde en tête. Et puis ensuite, la post-production, ça va être plusieurs semaines de post-production où on travaille avec plein de métiers différents aussi. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot, mais... Là précisément, c'est vrai qu'elle a été assez longue parce qu'en plus, on avait quand même ce projet de vouloir le projeter au Mémorial de la Shoah pour justement faire découvrir les propos de Ginette pour certains pour la première fois. Et en plus, dans un lieu assez symbolique que Ginette a l'habitude aussi de visiter avec les écoles et qu'elle a vraiment cette idée de devoir de mémoire et de transmission qui est hyper importante. Donc pour nous, c'était un peu l'accomplissement des mois de travail. Mais pour la post-production... en fait, c'est un petit peu séparé en différentes... au sein même de la post-production, il y a différentes post-productions. Il va y avoir le montage vraiment pur, qui est vraiment la période la plus longue. Une fois qu'avec tous nos retours, la réalisation, tout est bien et qu'on est satisfait de notre travail, on va passer à l'étalonnage. C'est vraiment un travail sur la colorimétrie. On va rendre les images qui sont... déjà belles, mais encore plus belles, on ne voit plus, mais voilà, on essaye de corriger les couleurs qui ressortent trop pour mettre en valeur que ce soit Gaspard ou, dans ce cas, Ginette. Et également le mix sonore qui est très, très, très important, où en fait, le but est vraiment d'harmoniser, que ce soit les musiques, les voix. On a aussi beaucoup de sound design qui appuie les propos ou les situations et les moments, et parfois des silences. Donc tout ça, comme tu disais, ça a pris de début septembre à maintenant, enfin c'est à peu près 3 mois, donc c'est très long. Et on a, excusez-moi, j'ai oublié pas le plus important, mais c'est vrai que là on a un animateur 2D qui a fait tout le visuel pour compléter les archives quand on n'avait pas justement des archives qui exprimaient vraiment, qui montraient ce qu'on voulait. L'équipe édito a écrit ce qu'elle voulait voir dans les animations et les actions qu'elle voulait qu'on voit. Et avec l'animateur 2D, on a essayé de rendre l'animation la plus réaliste possible et visuelle possible pour justement appuyer tout ça. Donc comme on le voit, c'est beaucoup de monde, tout ça. Gaspard, tu es un entrepreneur. Tu as créé, d'après Société.com, 3 sociétés. Je ne sais pas quelle est... Je suis traqué. Moi, de ce que j'ai trouvé, c'est Intello, Nemo Venture et Enfant Terrible. Ouais, alors Nemo Venture, c'est une boîte qui s'est arrêtée très vite, mais oui, j'avais pour ambition de participer, de prendre des petites participations dans des boîtes à impact, mais je n'avais pas l'argent pour, en fait, donc j'ai rapidement arrêté. Mais donc il y a ces 2 sociétés, oui. Et alors du coup, quand et comment tu as créé Intello et Enfant Terrible, et quel est le rôle de chacune de ces sociétés ? Oui, écoute, donc il y a Enfant Terrible, on est il y a 8 personnes salariées, on sera, et là je pense pouvoir dire que courant février on sera 3 de plus, donc c'est vraiment une boîte qui est en pleine expansion, qui est une société qui est 100% indépendante, dont je détiens 100% du capital, qui est notre structure de production éditoriale, sur laquelle du coup il y a un peu moins de 10 salariés et on fait travailler une 40aine de personnes à l'année. Qui soient freelance, pigistes, etc. Sur l'aspect Intello, c'est une autre société dont le capital est pluridétenu. Je suis encore l'actionnaire majoritaire à plus de 50% de cette société. Je suis très précis puisque tu es allé sur société.com, donc je ne voudrais pas... Et il y a Vladimir Vinograd aussi, qui est un copain d'école, qui est l'autre actionnaire minoritaire, et Xavier Niel, qui a 8% de la société et qui a investi en 2021 le montant de 150 000 euros, adossé à la BPI pour justement lancer l'entreprise. Moi, je n'avais pas de patrimoine familial, donc je ne pouvais pas en fait lancer ma boîte, quoi. Ailleurs que soit en faisant un prêt à la banque, mais en fait, pareil, je ne savais pas trop comment ça marchait. Je venais d'arriver du Québec, donc je n'avais même pas d'historique bancaire en France. Et donc, du coup, j'ai décidé de lever des fonds. Et il nous faut une paix royale. Et donc cette société, Intello, c'est une agence de créateurs de contenu qui font du savoir et de l'impact, qui sont au nombre de 25.
Il y a des gens qui sont nés sur le numérique, il y a des vedettes de la télévision, on représente et on produit par exemple Claire Chazal ou Stéphane Bern. On en est super fiers, c'est hyper intéressant, c'est une autre grammaire, aussi une autre écriture, on essaie de les ramener. Ça fait le pont entre les générations. Fait le pont entre les générations. Et on produit aussi, parce que c'est pas tabou, du programme, à la fois pour des diffuseurs traditionnels et à la fois aussi pour des annonceurs, où on va filmer par exemple une conférence de EDF ou de la Caisse des Dépôts ou ce genre de trucs. Et du coup, pour un diffuseur, c'est quoi, par exemple ? Par exemple, on va, là, on est en train de produire une série pour un gros média traditionnel. On a travaillé avec une créatrice de contenu qui a diffusé son film en salle, un documentaire qui parle d'éducation. Donc, elle s'appelle Mathilde Studigram. Je suis producteur délégué de ce documentaire, mais donc je suis pas le producteur exécutif, mais je suis celui qui a avancé les fonds pour ensuite en faire un objet commercial qu'on va diffuser en salle, qui s'appelle Pluriel et qui est un documentaire qui permet de découvrir la rentrée de 3 jeunes gens, un au Mexique, une en Suède et une autre personne au Sénégal. Voilà, c'est passionnant et c'est donc sur tout le modèle éducatif et de comparer un petit peu tout ça. Et alors pour ces sociétés et ton activité en général, à quel modèle économique tu crois et notamment, tu en as déjà évoqué plusieurs, des types de revenus, de publicité, etc. Moi, ce qui m'a surpris sur une chose que j'ai lue, c'est que tu n'aimes pas trop le système de l'abonnement, où, si j'ai bien compris, tu peux considérer qu'on est un peu inféodé à son audience, alors qu'aujourd'hui, c'est vu, et notamment par les médias traditionnels qui veulent être indépendants, comme Mediapart, par exemple, c'est un peu l'icône dans le genre, comme la solution pour échapper aux milliardaires et à la publicité. Alors, il y a plein de trucs sur lesquels j'ai envie de rebondir. Le premier, c'est effectivement, donc il y a quatre modèles. Très rapidement, je le refais très vite pour la moitié de la salle. Donc il y a soit l'abonnement du lecteur, soit les aides publiques, soit, d'ailleurs je dis soit à chaque fois, mais en fait souvent c'est cumulé. Hein. Donc les aides publiques, la levée de fonds auprès d'un ultra riche, que ce soit Mathieu Pigasse très à gauche ou Monsieur Bolloré très à droite. Le quatrième point, c'est travailler avec des annonceurs en direct, soit à travers des petites cases dans nos pages, soit à travers des intégrations plus poussées qui peuvent être carrément incarnées par l'incarnant du contenu. Nous, du coup, c'est ce quatrième modèle qu'on a décidé de choisir, un peu par dépit. On aurait pu demander de l'argent à nos abonnés. La vérité, c'est que la plupart de nos abonnés sont quand même assez jeunes. Il y a un étudiant sur 4 en France qui vit sous le seuil de pauvreté. Et moi, je préférais que les jeunes payent leur bouffe plutôt qu'ils prennent une participation ou un abonnement dans mon canard. Et ça, c'était vraiment très important parce qu'on a essayé de mettre en place un Patreon à l'époque. Et en fait, ça n'a pas tellement pris. Et ça aurait pu permettre payer la moitié d'un salaire par mois à un de nos journalistes. Honnêtement, ce n'était pas soutenable comme projet. Petite parenthèse quand même, parce que tu parlais de Mediapart. J'aimerais rappeler quand même que Mediapart, à la base, ont créé une société qui s'appelle la Société des Amis de Mediapart, où ils ont accueilli un certain milliardaire qui s'appelle Xavier Niel et qui a du coup pris une participation dans Mediapart au départ. Ce qui n'a pas empêché Edoui Plenel et ses équipes. Ils font même du brand content, c'est assez peu connu, mais pour par exemple des associations ou des syndicats très niches, mais ils en font aussi. Et ben voilà, progressivement, il y a ce mouvement-là qui arrive. Mais, et ça n'a jamais empêché Edoui Plenel, Fabrice Arfi, qui sont des journalistes extraordinaires, de sortir des scandales dans la presse. Et ça, c'est quand même c'est quand même très important. Moi, malgré le fait que, du coup, il y ait cette participation de Niel dans la régie pub, je tiens à repréciser, du coup, que Clémence et Manon n'ont jamais eu de contact, sauf si je ne suis pas au courant, avec Monsieur Niel ou avec ses équipes. Moi-même, je n'ai jamais rencontré Xavier Niel de ma vie, je ne l'ai jamais eu au téléphone. Simplement, il y a un type qui gère ses investissements, qui a pris une participation à un moment donné dans cette régie publicitaire. Et par ailleurs, on a sorti une vidéo sur la concentration des médias il y a 5 jours, qui a un succès fou et ça nous rend trop fiers. Et justement, on cartonne bien Xavier Niel parce que il y a plein de trucs sur lesquels il faut le cartonner. Le type est loin d'être irréprochable et voilà. Et ça, c'est très important parce que je pense que c'était aussi important de pouvoir expliquer avec transparence à l'audience qu'il peut y avoir ces jeux, en fait, ces jeux d'intérêt qui existent, que nous, on essaie de s'en préserver le plus possible, et un peu la manière de Mediapart, pour les reciter, et de leur boîte noire, on présente quand même
cette clarification sur moi, mon lien avec ce type et nos annonceurs. Et je redis pour ceux qui n'étaient pas là, moi je me sens beaucoup plus libre aujourd'hui puisque je me finance qu'avec des annonceurs, pas à travers des aides publiques parce qu'il n'y en a pas à travers l'argent des abonnés parce qu'en fait ça marche pas. Et les aides publiques, si j'ai compris, tu ne serais pas contre Ouais, mais c'est pour ça qu'on fait et en ça on fait un travail d'union avec l'UMIC pour aller tirer la veste de Rachida Dati et lui dire Madame Dati, occupez-vous de ça un petit peu, ça serait intéressant parce que ça concerne quand même les moins de 35 ans en France et je pense que c'est une urgence aujourd'hui de savoir financer ces nouveaux modèles d'information et ces nouveaux modèles de culture. On a parlé de Kaizen tout à l'heure, etc. Mais sur le plan des annonceurs, moi je me sens beaucoup plus libre en étant dépendant de 50, 70 annonceurs par an plutôt qu'en étant dépendant d'un ou deux milliardaires qui tiendraient ma bourse ou mon board. C'est la raison pour laquelle la société de production sur laquelle Clem et Manon sont salariés est 100% indépendante et détenue par mes soins. Tu peux nous donner par exemple un exemple récent je sais pas, de partenariat que tu as refusé et puis au-delà en fait de ceux avec quoi tu te sens vraiment à l'aise et qui pour toi est un peu le modèle pour construire l'avenir de tes sociétés? Nous, on a toujours voulu défendre le fait que... Alors, vous n'avez jamais de lien avec les annonceurs. En revanche, on a un canal sur Slack, voilà, sur lequel on débat si oui ou non, et là, tout le monde a son mot à dire, si oui ou non, on a envie d'associer notre contenu à cette marque. Et donc, en ça, c'est intéressant quand même d'avoir des journalistes dans l'équipe, parce qu'ils vont chercher justement la petite bête et essayer de voir est-ce que cette marque est clean, est-ce que c'est serviciel pour l'audience, est-ce qu'on est à l'aise de faire la promotion de cet annonceur. Parfois, on a moins le luxe de refuser que d'autres. Mais en ce moment, ça se passe bien. On est content. Ça fait 1 an qu'on manque pas trop d'argent. Je me suis financé à travers de la dette bancaire aussi, où je me suis endetté personnellement parce que pour moi, c'était important de pouvoir soutenir cette croissance de manière saine, pérenne et indépendante. Et puis, je crois très fort en notre modèle. Mais donc, par exemple, ça va être du VPN. On va faire la promotion de VPN. On va faire la promotion d'un agrégateur d'intelligence artificielle qui va c'est genre ChatGPT, Perplexity et Gemini au même endroit. Voilà, ça va être ce genre de produit numérique. Ce qu'on refuse en revanche, ce sont les industries pétrochimiques, évidemment. Enfin, il n'y a même pas de débat. L'agent qui bosse avec nous n'ose même pas nous présenter du Total Energy, du Big Pharma ou du gouvernement. Enfin, mais certains le font, hein, mais nous, jamais de la vie, on ira vers ce genre d'annonceurs parce que là, pour le coup, je serais incapable de vous dire que ça n'impacterait pas notre contenu. Comme promis, on va faire plein de questions. Du coup, à vous qui aurait une question, voilà, notamment sur les modèles économiques développés par Gaspard. Ne soyez pas timide. Et si vous avez des questions sur l'édito, allez-y, on prend tout. On fait quel tout. moment. Et sachant qu'il faudra partir en courant à 20h30, donc du coup, prenez l'occasion, surtout si vous aviez des questions en tête. Bonsoir, merci d'être là. Moi, c'est Thibaut, je suis étudiant à l'école des narrations numériques. Et ma question, c'était par rapport à la production, parce que vous nous avez parlé de tout ce qui est avant le post, mais après, comment est-ce que vous analysez toutes les données que vous récoltez? Pour ça, Gaspard a aussi mis en place et développer un autre pôle qui va être le pôle aussi de redistribution et qui va être les réseaux sociaux dans sa plus grande globalité. Et la personne concernée pourra plus vous parler de ces stats parce qu'elle les étudie pour savoir un petit peu plus ce qui a plu, ce qui a moins plu. Mais c'est vrai qu'on regarde aussi de notre côté et on se fait des points parce que je pense que le plus important de toute façon dans notre équipe, c'est la communication et on parle entre chaque pôle. Et en fait, à chaque sortie de vidéo, on étudie, on analyse combien, entre guillemets, de clics elle a eu, combien de la durée des visionnages, parce qu'en fait, c'est bien beau s'il y a 100 clics, mais si les 100 personnes sont parties au bout de 2 secondes, ça n'a aucun intérêt. Il faut qu'il y ait une grosse majorité, une grosse proportion qui reste jusqu'au bout, ou presque. On analyse également les commentaires, s'il y a plus de commentaires positifs, négatifs, et les commentaires qui sont constructifs aussi, parce que c'est les plus importants parfois. Mais je pense que d'un point de vue de données, c'est à peu près moi les seules informations que j'ai, mais si vous voulez rajouter... voilà. Peut-être juste un tout petit mot. Il y a un autre truc aussi que YouTube a mis en place il y a quelques mois maintenant, où tu peux faire de l'A/B testing aussi de miniatures. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on regarde, où en fait on fait plusieurs miniatures pour une vidéo. Et on va décliner, tu vois, on va faire peut-être
2 ou 3 concepts vraiment très très différents et ensuite quelques variations par concept. Et du coup, c'est intéressant de voir quelle miniature a le mieux marché. Et du coup, en fait, YouTube, tu peux lui dire, tu vas mettre tes 3 miniatures ou tes 6 miniatures, par exemple, et il va les faire tourner. Et à la fin d'une période test, après quelques jours, il va dire, c'est celle-ci qui a fait le plus cliquer. Et donc ça, c'est aussi intéressant de se dire, ok, cette miniature a mieux marché. Pourquoi ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut essayer de répliquer sur d'autres vidéos ? Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on essaie de regarder. Tu sais si c'est ouvert à tout le monde ou si c'est parce que c'est un gros compte Non, Je pense que pour le moment, c'est en bêta-test, pour être honnête. D'accord. Mais, Et d'ailleurs, sur YouTube, est-ce qu'il y a un moment, justement, quand tu as une vidéo qui devient virale où un monsieur ou madame YouTube vient te dire tu nous intéresses, tu es en train de cartonner ? Ouais, c'est vrai. Oui, bien sûr. Moi, je pensais pas qu'il y avait des humains derrière YouTube. En fait, il y a une grande... Non, mais en France, parce que je n'étais pas naïf au point de me dire qu'il y avait personne qui travaillait pour cette boîte. Mais je ne savais pas qu'il y avait une antenne aussi importante. En France, on a de la chance, on a un terreau créatif qui est très large, avec plein de créateurs de contenu, de plein de niches différentes. Et donc, YouTube est assez implanté. La patronne s'appelle Justine Rist. C'est la directrice générale de YouTube depuis un moment. Et en fait, elle nous a quand même filé pas mal de tips, pas mal de coups de main sur l'approche, comment mieux s'emparer des outils, les bonnes pratiques, tout ça. Et elle a permis une forme, Justine, d'institutionnalisation de ce qu'on fait, parce que YouTube, et c'est pas tabou de le dire, avait très envie de développer la Next Gen News, désolé pour cet anglicisme atroce, mais qui est ce qu'eux appellent comme ça la Next Gen News. Et justement, c'est la nouvelle génération de créateurs de contenu, d'information. Et donc, c'est grâce à elle qu'on a eu Quotidien ou ce genre de choses. Et ça permet quand même une institutionnalisation un petit peu de notre travail. Et c'est important parce que ça permet à des gens qui ne sont pas forcément consommateurs, à des décideurs qui ne sont pas forcément consommateurs de mon contenu, de notre contenu, de pouvoir en parler le mieux possible, le plus adroitement possible. Est-ce que vous avez des questions ? Ah oui, il y a une question là-bas. Je ne sais pas où elle est. Là. Alors bonjour, je m'appelle Victor Vignoble, je suis étudiant à l'Académie ESJ et je viens d'Armentières comme vous, donc voilà. Je me demandais, vous parliez donc d'un partenariat avec une agence d'IA dans la création d'un de vos contenus. Est-ce que vous-même, vous utilisez l'IA dans la production de vos contenus journalistiques et comment vous voyez l'utilisation de l'IA et son rôle à l'avenir dans la profession et sur les réseaux sociaux et dans la production de contenu ? Merci. Hyper intéressant comme question. Je me permets juste de corriger, puisque tu es Armentiérois aussi, je me permets. C'est un agrégateur de différentes IA. Sur l'IA, on va tous avoir une posture différente, donc je serais intéressé vraiment, je réponds très brièvement, moi de mon côté. Je ne suis pas un anti-IA et je ne suis pas un pro-IA non plus. Je pense que c'est une discussion qu'on a de manière très ponctuelle ensemble, mais c'est pas du tout central dans l'approche qu'on a parce que les outils sont pas encore assez bons malheureusement pour remplacer malheureusement ou heureusement surtout pour remplacer le travail des humains en fait qui font ce travail derrière. Moi, la seule manière dont j'utilise GPT et Gemini un peu, c'est sur soit l'idéation sur des miniatures où parfois je manque un peu d'idées, etc. Je vais pas générer, je fais pas trop d'intelligence artificielle générative, mais par contre, je vais essayer de générer des idées, tu vois, de titres, etc. Je me dis, si je te dis pensionnat pour autochtones, tu penses à quel type d'univers visuel, etc. Puis il va me dire, sur ta miniature, il serait bien qu'il y ait ça, ça, ça et ça. Parfois, c'est des clichés, c'est hyper biaisé, etc. Mais voilà, moi, ça m'aide comme ça, c'est un sparring partner un peu créatif au quotidien. C'est comme ça que j'utilise à titre personnel. Et là, Clémence m'annonce que en fait, toutes les vidéos sont faites par IA depuis le début. Tout est écrit avec de l'IA. Non, en vrai, moi, je pense que j'utilise encore moins l'IA que toi potentiellement. En tout cas, je n'utilise pas du tout l'IA moi dans ma vie perso, mais après dans le travail, je dirais que là où on va l'utiliser, ça va plutôt être pour des idées parfois d'angle de sujet, tu vois. Genre, je sais pas, tu sais que tu veux faire un sujet sur l'IA ou sur les GAFAM, mais bon, tu vas pas faire une vidéo sur l'IA, c'est un peu large. Donc, comment est-ce qu'on va angler le truc ? Ça peut aider à ce niveau-là.
Après, ouais, moi ça va surtout être ça, ou comme tu dis, de l'idéation. Je sais qu'on devait, enfin parfois on avait dû réfléchir à, tu vois, des petits sujets, des petites capsules pour une radio. Bon bah voilà, ça peut aider aussi de se dire, ok, il faut qu'on trouve. On veut faire une série, qu'est-ce que ça pourrait être, de quoi on pourrait parler. Donc ouais, vraiment de l'idéation. Après, en tout cas moi, pas du tout dans la production de contenu. Pour baliser un sujet, ouais. Bah moi, je vous rejoins tous les deux, je ne l'utilise pas tellement non plus. Et je vous rejoins aussi les peu de fois où j'utilise. Alors, pour le coup, moi, j'essaye un peu de générer des images parce que j'essaye d'aiguiller les graphistes ou les miniamakers avec lesquels on travaille quand j'ai une idée en tête, justement, de miniature. Et que parfois, ça m'est arrivé de les dessiner, mais c'est chronophage aussi de les dessiner. Donc, j'essaye de les générer avec l'IA. Je ne suis pas très forte, honnêtement. Donc, en fait, je ne le fais pas beaucoup. Mais c'est à peu près les seules fois où je l'utilise. Et je m'y connais pas trop non plus en IA et je trouve que c'est toujours mieux l'humain et je pense que je préfère faire un long message au miniamaker et lui dire c'est ça que j'avais en tête, mais si tu as des idées, propose-moi un truc, plutôt que j'essaye de l'aiguiller avec une image IA très moche et très mal faite par ma part et que ça prenne plus de temps que prévu en fait. Je viens juste de repenser à un autre point, peut-être pour de la génération de titres, tu vois. Donc ça, c'est de la distribution pure. Mais les titres des vidéos, franchement, c'est un casse-tête de se dire, ok, qu'est-ce qui va marcher, que ce soit pas trop long, pas trop court, etc., que ce soit bien tourné. Ça peut aider aussi. Parce qu'en fait, il va pouvoir vraiment scanner à travers tout ce qui a été fait. Donc ça peut aussi être utile. Question différente, je disais que ici on a un master de management des médias, toi tu as fait HEC Montréal, c'est quoi le conseil qui t'a été le plus utile, la leçon la plus utile dans tes cours de management et qui te sert aujourd'hui pour diriger un média? Si je suis très honnête avec toi, la chose qui me sert le plus aujourd'hui, c'est des compétences au beer pong, plus que de la comptabilité, parce qu'en plus de ça, j'ai appris la compta sur des normes québécoises, canadiennes, donc c'est pas que c'est pas utilisable, mais c'est que j'ai dû tout réapprendre en France. Non, en vrai, je rigole, et à la fois, c'est une formation qui était académiquement, sur le plan universitaire, qui était plus exigeante qu'on ne peut le croire. À la fois, c'est pas non plus une prépa française ou un truc de charbonneur, de dingue, etc. Mais ce que j'ai aimé dans cette école et dans cette approche très canadienne, québécoise, nord-américaine, c'est qu'on nous laissait vachement de place aussi au monde associatif. Et on avait des moyens de dingue pour créer des assos et tout. Et ça m'a permis d'expérimenter. J'ai fait beaucoup de start-up week-end, ce genre de trucs. Donc ouais, j'avais déjà un pas un peu à Station F, si on veut, et un autre pas qui était le nerd sur YouTube que j'étais, quoi. Et je pense que ça m'a permis une meilleure compréhension du monde du privé, un certain regard sur l'innovation, la capacité à être sûr de moi comme un Nord-Américain aussi. C'est con, mais c'est hyper important en fait quand tu es face à un investisseur ou une banquière de pouvoir expliquer ton projet sans trembler. Et je pense que ça a été des précieux cadeaux que m'ont fait mon université. Et puis je te disais, je tire très bien au beer pong. Est-ce qu'il y a une question? Oui, je vois qu'il y a une main là-bas. Bonjour, j'ai deux petites questions. D'un côté, concernant la mise en image dont vous avez parlé tout à l'heure, vous n'utilisez pas de IA du coup, mais vous ne filmez pas toute seule non plus. Est-ce que vous utilisez pour, par exemple, les images de personnes connues, une banque d'images? Est-ce que vous êtes abonné à l'AFP? Comment vous gérez la mise en image? Et deuxièmement, plutôt sur la création d'une boîte de production ou d'une boîte tout court, quand est-ce que vous avez su que ça vaut une boîte? Enfin, on crée un compte YouTube et ça marche. Et après, on crée la société. Est-ce qu'on crée d'abord la société et après, on espère que la chaîne YouTube, elle marche? Comment ça se passe? Merci beaucoup. Du coup, pour répondre, merci beaucoup pour ta question. Pour répondre sur la banque d'images, on a des partenariats en effet notamment avec l'INA.
qui nous donne accès à vraiment plein de vidéos. Donc ça, c'est trop cool. Ils ont des programmes en fait qui sont adaptés aux créateurs de contenu. Il y a un programme qui s'appelle Ina Media Clip et c'est une sorte de Google un peu de l'Ina interne. Ça marche pas toujours très bien, mais il y a beaucoup de choses dessus, donc ça vaut le coup. Et ouais, on utilise globalement beaucoup ça. Et puis ensuite après, on va aussi illustrer beaucoup de choses par du motion, par on va mettre des pages de sites ou des trucs ou des choses qu'on va trouver sur internet et on va surligner des passages par exemple de texte. Donc ça c'est plus en libre accès, mais ça va être principalement ça, ouais. Il y a un vrai travail de documentation. Il y a toujours un ou une documentaliste qui est créditée. D'ailleurs, la liste des crédits, en fait, si jamais ça vous intéresse de comprendre un peu tous les jobs qu'il y a, parce c'est sûr qu'on en a raté ce soir, derrière cette économie, derrière ces productions, on a vraiment cette politique de crédit qui est très normée pro, quoi. Et ça, c'était important parce que la plupart des créateurs de contenu ne le font pas. Squeezie, je pense qu'il y a vraiment des jeunes qui pensent que le type est tout seul dans sa chambre. Et j'ai envie de dire, il y a 40 personnes quand même derrière Squeezie, les gars. Et malheureusement, la politique de crédit n'est pas toujours nickel et c'est dommage parce qu'il y a des super jobs et il faut faire valoir ces nouveaux métiers. Sur la réponse à la seconde question, honnêtement, je pense qu'il faut surtout déjà créer une chaîne YouTube, proposer du contenu, etc. Et puis tu crées ta boîte le jour où on commence à te proposer... soit parce que ton truc commence à bien marcher, de faire une séance de conseil, ou alors qu'on te demande de peut-être faire, je sais pas moi, une intervention dans un truc. Moi, j'ai commencé vraiment comme ça, quoi. C'était vraiment, au départ, j'ai fait des films d'usine parce que j'ai des gens qui m'ont dit c'est bien ce que tu fais sur YouTube. Et du coup, j'ai filmé un nombre incalculable d'usines en France et au Québec sur une boîte qui s'appelait Ask Gasp. Et donc, c'était... demandez-moi n'importe quoi, je le ferai. Je dois payer mon loyer de toute façon, donc donnez-moi de l'argent. Et donc j'ai fait ce truc-là pendant longtemps. En fait, au départ, tu choisis pas forcément ce que tu vas avoir. Et moi, ça, du coup, c'est moins pour les journalistes de cette salle et plus pour celles et ceux qui sont en master média, management des médias, etc. Je pense qu'il y a un truc qu'il faut vraiment sortir de la tête, c'est que l'entrepreneuriat, ça ne vient pas avec un business model, avec 60 pages, où tu sais exactement ta vision sur 5 ans, sur 10 ans, sur 30 ans. Au départ, en fait, tu dis oui, alors que tu ne sais pas le faire. Et il y a cette approche-là qui a été théorisée par un mec qui s'appelle Eric Reyes aux États-Unis, qui s'appelle Lean Startup. Désolé pour les anglicismes, etc. Je n'ai pas su le traduire en français, mais c'est vraiment cette approche Lean, L-E-A-N. Et c'est, je ne crée pas une entreprise avec une vision et une certitude sur le marché, mais c'est le marché qui va venir à moi et je vais m'adapter à ça. Et nous, en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Honnêtement, ça s'applique aussi à l'éditorial, en fait. On a proposé des contenus, ça marchait pas, ça faisait 5000 vues, 6000 vues, machin. À un moment donné, pour un présidentiel 2022, je me dis, c'est quoi en fait l'histoire de Marine Le Pen? Et je fais cette vidéo et je fais, je vais faire une vidéo sur l'histoire de Marine Le Pen qui va durer 35 minutes. Je vais prendre le concept de Seb Lafrite, mais je vais le faire sur un truc sur la politique. Et là, pouf, ça fait 200 000 vues d'un coup. Et je fais, ah, dingue. Et après, on a fait, on va faire Mélenchon, ça va être marrant. On va faire Macron. Et puis, voilà. Maintenant, on a fait 50 épisodes. Et là, c'est typiquement un exemple de lean startup, de lean média. C'est qu'on a été à l'écoute des gens qui nous regardaient, de l'audience, et on a adapté ce qu'on faisait. Donc, parfois, tu choisis pas forcément. C'est un mélange à la fois de passion, de croire à ces sujets, et beaucoup aussi d'écoute du marché et d'essayer d'écouter ce que veulent les gens, etc., ce que veulent vraiment les Français en matière d'info. Il nous reste 3 minutes, donc on va pouvoir faire une Après, question. je cours vite. Hein. C'est à quelle heure le train? C'est 21h. Mais on est à 15 minutes là, non? Je sais pas, j'ai envie de prendre du temps. On peut essayer de tirer un petit peu. Oui, il y a une question là-bas. Ou deux, mais peut-être vous pouvez faire vos 2 questions. Et comme ça, on va essayer de regrouper. En vrai, si on parle... Je peux... Bon. Oui, désolé, je reviens un peu sur du coup la première conf, mais tu disais que dans ton public, tu avais du coup beaucoup de CSP+, et que tu voyais ça comme un problème, et du coup, c'était juste savoir comment est-ce que tu faisais pour justement sortir de ça et proposer du contenu accessible à tous. Est-ce qu'on peut prendre du coup aussi la question de la personne derrière, comme ça En fait, moi je connais pas Gaspard depuis longtemps, je suis à l'ESJ, et en fait, ma sœur, elle monte pour vous. Ah bon? Oui. Oui, c'est ça. Et en fait, je voulais savoir comment ça se gérait un peu toute la production en fait derrière, parce que ça m'intéresse. Voilà.
Trop bien. Je te laisse la question sur la production et on peut se partager la première question. C'est pas tant que c'est un problème d'avoir des CSP+ dans notre audience, mais c'est vrai que moi ce qui m'embêtait, c'était de me dire que il y avait que les premières années où on a créé du contenu. Honnêtement, il y avait que des étudiants en Sciences Po qui nous regardaient. Et là, je me suis dit, c'est chiant parce que nous, le but, c'est de pouvoir faire du contenu, de l'édito, de l'analyse pour des gens qui n'ont pas déjà accès à ces ressources-là, qui ne sont pas des lecteurs du Monde, qui ne sont pas des lecteurs de Libé, du FIG, etc. Et donc, aujourd'hui, 2 moyens principaux. Je parle avec ton contrôle et tu me diras si tu es OK avec ça, Clem. La première, c'est à travers la forme. Donc, TikTok, Snapchat vont plutôt être des plateformes qui vont permettre de séduire des publics un peu plus jeunes et qui sont moins éduqués, qui n'ont pas forcément de master, etc. Là où le podcast, à contrario, c'est l'exemple type du média de CSP+, parce que ça demande un temps d'attention qui est hyper long. Et en fait, c'est quelque chose que tu apprends en suivant des cours à l'université, etc., etc. Et donc, c'est comment est-ce que aussi, on va vers des plateformes qui ne sont pas nativement celles qui me plaisent. J'avoue que je suis très peu consommateur de TikTok. J'ai pas TikTok sur mon téléphone. Et pour autant, là, j'ai recruté 2 personnes. Leur job à temps plein, c'est TikTok, TikTok, TikTok. C'est comment est-ce qu'on va essayer d'aller sur ces plateformes pour faire valoir, nous, notre rapport à l'information et nos contenus. Ça, c'est le premier truc, la forme. Et le deuxième truc, c'est le fond. C'est toujours... Moi, il y a un truc que j'ai appris chez France Inter, et c'est paradoxal parce que Inter le fait pas toujours, mais c'est on ne dit jamais pour rappel. On ne dit jamais comme vous le savez déjà. On ne dit jamais l'ONU ou le FMI en partant du principe que notre audience le sait. Moi, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études en Sciences Po, quelque part, de ne pas faire d'études de journalisme non plus, et du coup, je suis très peu au courant de ces sujets-là. Mes parents ne sont pas très éduqués, et donc, du coup, chez moi, on parlait d'actualité, de débat, de politique, mais on n'en parlait pas avec des termes très savants. Et du coup, par chance, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Et du coup, dès lors que je ne sais pas le truc, je le dis à Clem, à Chloé et à nos journalistes. Puis on fait en sorte que ce soit hyper accessible. Et puis, j'essaye toujours de relire le script avant de le tourner en me mettant à la place d'un lycéen qui a 18 ans et dont les 2 parents sont ouvriers, par exemple. Et de se dire, est-ce que ce lycéen, il est en capacité de comprendre au moins 95% de notre script ? On peut dire des choses très complexes et expliquer des choses très complexes avec des mots simples. Voilà, et c'est vraiment cette approche-là qu'on a. Ouais, je complète en 2 mots, parce qu'en vrai, tu as tout dit, mais peut-être sur le fond aussi. Je crois que c'est toi qui avais posé la question. Tu étais là-bas, non, tout à l'heure, ou pas du tout ? Non. J'avais l'impression qu'il y avait un mec qui était là-bas et que c'est toi maintenant. Mais en tout cas, j'ai parlé un peu des biais tout à l'heure, où en fait, je pense qu'il faut vraiment essayer de lutter contre ces biais. Et du coup, quand on relit un script, avoir vraiment ça en tête, de ok, peut-être ça, je le sais parce que peut-être que je l'ai étudié, mais du coup, comment est-ce que tu essayes de faire en sorte de te dire ok, c'est pas quelque chose qui est naturel, il faut pouvoir l'expliquer. Et donc, en fait, quand tu relis un script, vraiment relire chaque phrase, tu t'arrêtes et tu te dis, est-ce que ça, c'est vraiment compréhensible ? Est-ce que ça, c'est vraiment clair ? Donc, c'est un peu long, mais au moins, t'es sûr d'essayer de parler au plus grand nombre. Après, c'est jamais parfait, et on ne pourra jamais lutter 100% contre nos biais, mais ouais. Et du coup, la prod... Ta question est assez large de comment fonctionne la production, donc c'est un peu compliqué de répondre en 4 minutes, mais je pense que, comme je l'ai peut-être un peu dit, mais on peut vraiment faire un parallèle entre un projet et par exemple les vidéos, et comme tu parlerais à un chef de projet qui a un projet de A à Z, tu peux dire que la production c'est pareil, et que en tout cas mon pôle, et même avec celui de Clémence et les autres pôles qu'on a et qui ne sont pas forcément présents ce soir, mais en fait, on est tous les uns à la suite des autres dans une chaîne, dans une fabrication de vidéos. Et en fait, chacun dans nos pôles, on est là de A à Z dans notre spectre. Donc ça va être l'édito, ça va être le début, ça va être le script, ça va être la genèse. Ensuite, moi, ça va être comment je vais rendre visuel et concret le script et les mots qu'on a eu en amont. Ensuite, je vais me dire, en main dans la main avec Clémence, mais cette partie, en fait, elle est un peu... plan-plan, c'est chiant, personne va écouter, on la coupe, et essayer de rendre quelque chose de dynamique. Et en fait, à la fin, tu as un projet qui a eu un début, un milieu et une fin qui est potentiellement le plus dynamique possible et le plus pertinent possible par rapport au sujet qu'on a eu envie de mettre en avant. Et vraiment, c'est un peu ça, c'est un projet de A à Z, et à la fin, la finalité de notre projet, c'est de cliquer sur le bouton « Publier ». Mais en fait, c'est un peu comme... Partout, quand vous avez même, je sais pas, des essais ou des devoirs, au début, vous cherchez l'idée, puis vous la mettez en place, vous l'écrivez, puis après, vous trouvez une manière de la concrétiser. Parfois, c'est avec des slides et vous faites un exposé.
Et là, c'est un peu pareil, mais juste c'est la vidéo, le projet. Je sais pas si c'est Toute clair. dernière question. Ok, bonsoir. Déjà, merci beaucoup d'être venu à Lille ce soir. C'était hyper intéressant. Moi, ma question, c'est personnellement, j'adore votre format sur les docus que vous pouvez faire sur la chaîne, et particulièrement celui que vous avez fait en Ukraine, que j'ai trouvé incroyable. Et je voulais savoir quelles sont les barrières quand on n'est pas justement un média traditionnel pour aller sur des territoires un peu plus chauds comme ça. Petit aparté, je suis en école de commerce. D'ailleurs, je pense que je peux te battre au beer pong. Est-ce que vous avez vous proposez des stages dans la production parce que je cherche ça actuellement. Merci beaucoup. Trop bien. Pour les stages, oui. D'ailleurs, regardez, je me permets, je le dis une fois, comme ça, c'est noté. On recrute de temps en temps plein de profils différents. En général, c'est sur Instagram, sur mon compte Insta que je publie les trucs, et c'est en story. Voilà, je dis pas ça pour avoir plus de vues à mes stories, mais vraiment c'est là-dessus. Et si jamais vous voulez faire des candidatures spontanées, sinon on le met aussi sur LinkedIn beaucoup. Voilà, j'ai appris LinkedIn cette année, je l'ai pris en main. Pour des candidatures spontanées, l'adresse mail c'est jobs, c'est un anglicisme encore, JOBS @EFTR.co. C'est un .co et pas un .com. Voilà, ça c'est pour les candidatures spontanées. Ça nous arrive de temps en temps de prendre des personnes en stage et voilà. Mais pour te répondre de manière très concrète, l'Ukraine c'était un moment assez dingue. C'est un moment en fait où on l'a pas beaucoup refait. On m'a proposé à un moment donné de passer à Gaza il y a c'était il y a une bonne année de ça. En fait, j'ai compris que c'était une opération de com derrière et que c'était pour raconter une narrative que j'avais pas du tout envie de raconter sur la chaîne. Donc on ne l'a pas fait. On m'a proposé de faire d'autres trucs. Par exemple, je suis parti en Nouvelle-Calédonie pendant la crise calédonienne à Nouméa, à Ouméa. Et là, cette fois-ci, je suis parti du jour au lendemain. Enfin, c'était vraiment, ça s'est fait en 2 heures avec le pool de journalistes qui a accompagné Macron. Là, ça s'est fait dans l'avion présidentiel. Et là, pareil, c'est la question de se dire attends, est-ce que je vais raconter une information d'État? Est-ce que je suis là pour faire la com de Macron? Ou est-ce que je suis là pour raconter ma version du terrain? L'Élysée a tenté quand même de nous écrire en disant on déteste le titre de la vidéo. Et moi, je m'en fous. Fine, enfin, vraiment. Et donc, il y a quand même toujours cette petite frontière-là. Et donc, très concrètement, on peut être en partenariat avec des institutions comme Reporters sans frontières qui nous a aidés typiquement pour l'Ukraine. Et on a envie d'en faire plus. Et quand on fait des enquêtes sur des sujets un peu chauds, ce qui est bien aussi, c'est que comme on n'est pas des journalistes à proprement parler, ils ne se méfient pas. Donc du coup, on arrive à avoir des interviews avec un lobbyiste, par exemple sur la chlordécone, où on est allé aux Antilles. Le type s'est absolument pas méfié, on a foncé. Là, on va sortir un truc sur OnlyFans. Pareil, on a réussi à avoir le DG de Mime qui nous a reçus, ou alors des gens qui se méfient pas forcément. Et je pense que ça, c'est une vraie force, c'est qu'on avance un peu derrière un masque, quoi. Et ça, c'est pas mal. Et pour compléter aussi, un job dont on n'a pas parlé qui est hyper important pour les reportages de terrain, c'est les fixeurs. On travaille aussi beaucoup avec eux quand on va à l'étranger. Et donc ça va être quand on est parti au Canada par exemple, tu vois, des journalistes locaux en gros qui vont pouvoir nous aider, qui vont pouvoir nous aider surtout à avoir des entrées pour interviewer. Typiquement le reportage qu'on a fait au Canada, tu parles à des survivants de pensionnats autochtones qui en fait n'ont pas envie de te raconter leur histoire globalement parce qu'ils ne te connaissent pas. Bon bah c'est plus facile quand tu as quelqu'un déjà implanté sur le territoire ou déjà qui fait partie de la communauté qui peut t'aider à t'ouvrir des portes. Bon un grand merci à toutes et tous, un grand merci à vous. Merci beaucoup. Peut-être un mot de la fin, si tu veux. Non, mais très simplement, merci beaucoup pour votre accueil. Trop content de revenir là ce soir. C'était important aussi de pouvoir vous présenter Clémence, Manon. Désolé, on aurait aimé rester un peu plus avec vous sur cette deuxième partie. C'est juste, factuellement, il faut demander à la SNCF de rajouter un train exactement. À 22h parce que là, le train part dans 20 minutes. Donc, on va courir à grandes jambes. Merci d'être là ce soir. Merci pour votre générosité à tous les trois.